À partir du moment où tu es sur le bon fil rouge de ta vie, tout concourt à t'aider. La vie a envie que tu sois heureux, a envie de t'aider, de mettre en place, de trouver les budgets, et que si jamais t'es pas dans la juste posture, en fait non, ça viendra pas. Tu auras que des obstacles, les obstacles administratifs, pas d'argent, pas de personnes qui t'aident, etc. Bon bah c'est pas par là qu'il faut que t'ailles. C'est pas grave. C'est un signe qui t'est donné au fond. Et de l'autre côté, maintenant c'est à nous d'aller faire contrepoint. Et ce contrepoint, il sera pas de faire une multinationale de l'agroécologie. Et d'arriver à concurrencer les énormes multinationales. Non, c'est plutôt un foisonnement de plein d'initiatives intimes, discrètes, qui font pas énormément de bruit, qui avant de parler, qui font pas blabla avant d'avoir fait, qui font avant de parler. Et l'idée de l'autonomie, c'est étymologiquement, ça vient de auto moi-même, hein, et nomoi, c'est les règles, les lois dans la Grèce antique. Et donc je me donne à moi-même mes propres règles. Je ne les subis pas de l'extérieur. Dans ce cas, je serai hétéronome. Si jamais c'est la PAC qui décide ce que je cultive, je suis hétéronome. Et donc on est en phase d'effondrement accéléré de nos structures institutionnelles. Et là, il y a un deuil, parce que les structures institutionnelles, c'est ça qui nous tient ensemble. C'est ça qui tient la société ensemble. Et donc c'est très douloureux, c'est très anxiogène. Il y a beaucoup de gens qui vont se cramponner à ces structures, comme s'ils étaient dans un bateau qui était en train de se fracasser sur les rochers, et ben ils se cramponnent aux vieux morceaux de mât qui ne tiennent plus à rien parce que ils tiennent encore quelque chose, quoi. Mais ils sont en train de couler. Dans la première partie de cette interview, nous avons exploré avec Louis Fouché les nombreux parallèles entre ce qu'il se passe dans l'agriculture et dans la médecine. On a aussi parlé de la question de l'enracinement et de la vérité. C'était aussi l'occasion pour Louis de se présenter et d'expliquer ce qu'il a traversé en tant que médecin anesthésiste réanimateur et en tant qu'humain depuis 2020. Dans cette deuxième partie, on va parler de nourrir notre joie d'être avec les gens, de respect de l'animal, de la différence entre autonomie et autarcie, de quitter le bateau qui coule au bon moment pour rejoindre une chaloupe, d'éloge de la fête, d'intelligence collective avec ou sans règles, et de communication non violente. J'admire beaucoup Louis pour la paix intérieure dont il fait preuve, malgré les calomnies dont il fait les frais depuis qu'il prend la parole en public, et qui visent à discréditer ses messages. Je l'admire aussi pour son humilité. Il dit que lui aussi, il peut se tromper, et il ne force personne à l'écouter. Les 2 épisodes avec Louis sont longs et denses. N'hésitez pas à les écouter en plusieurs fois. Que vous soyez en voiture, en train de cuisiner, de greliner ou de désherber, ou simplement en pleine conscience en train d'écouter cet épisode, je vous souhaite un très beau voyage en compagnie de Louis Fouché. J'ai l'impression que avant de vouloir faire quoi que ce soit, c'est retrouver les ressources nécessaires, et qu'ensuite il y a besoin de diminuer la quantité d'informations toxiques qu'on reçoit et qui nous mettent mal. Et que ça, c'est un peu une affaire de se protéger, d'aller nourrir dans son quotidien la beauté, plutôt que de revalider en permanence le monstre qui nous fait peur. Je connais des gens qui ont peur sur la question environnementale, et j'en ai fait partie. Et je me suis lu tous les Jean-Marc Jancovici, tous les rapports du GIEC, tous les trucs comme ça. Et à la fin, j'emmerdais tout le monde avec la question du changement climatique autour de moi. Et les gens se protégeaient. Et je comprenais pas pourquoi. Je disais, mais vous comprenez pas, c'est terrible, etc. On fait n'importe quoi, notre PIB décrit la vitesse de destruction de notre planète. Et je pense que c'est vrai pour une partie, hein, je veux dire. Mais c'était pas efficient. D'une part pour moi, ça me faisait pas passer à l'action. Et en plus, j'arrivais pas à toucher des gens autour de moi. Et par contre, à partir du moment où j'ai commencé à... Et donc là, j'ai eu plein de copains qui m'ont dit, tu nous gonfles, moi je m'en fous, je veux un 4x4, tiens, je vais partir à Bali, juste pour t'emmerder, je sais pas quoi. Ok. Et donc j'étais de plus en plus dégoûté, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, la force de l'exemplarité là-dedans, si je veux communiquer quelque chose, est plus intéressante. Et j'ai commencé à avoir des poules, à récolter l'eau de pluie, à avoir des toilettes sèches, à faire ce que moi je prenais, déjà pour moi, dans l'espace de ma vie, sans même vouloir en faire un commerce ou en faire une activité principale. C'est déjà essayer d'être en cohérence, moi, dans ma façon de vivre. D'essayer d'avoir moins de déchets. Elle me fait 0 déchet pendant un moment. Et ça a donné envie aux autres.
Mais on avait dit d'emblée avec mon épouse, on avait dit si on fait ça, il faut qu'on le fasse de manière joyeuse, pas verdâtre, crispée. Parce que t'as plein d'écolos qui sont verdâtres, crispés, et qui font tout pour faire bien, pour être parfait, pour sauver le monde. Nous, on a convenu d'emblée qu'on sauverait pas le monde, que si un jour on voulait acheter un paquet de bonbons Haribo remplis de plastique, de saloperies, de colorants, eh ben on le ferait. On s'autorisait complètement la question de la transgression comme une nécessité aussi, parce que si tu restes dans un comme les gens qui seraient orthorexiques, tu vois, qui voudraient toujours manger parfaitement et tout, mais non, on a besoin de sas de décompression, quoi. À la fin, sinon t'es comme dans le film avec les inconnus, je crois, sur le type qui essaie d'arrêter de fumer, le Paris là. Puis il y a un des personnages, il est schizophrène et à la fin, il est la nuit, il se déguise en femme et alors qu'il est le président de l'association pour arrêter de fumer et il fume des clopes, mais habillé en quelqu'un d'autre, tu vois, il se fait une autre identité pour pouvoir fumer. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est accepter l'idée d'une certaine ascèse au quotidien et de temps en temps des moments où tu nourris autre chose. La question n'est plus d'être sur ta ligne écologiste à fond la caisse, mais tu nourris autre chose et donc tu vas pouvoir manger peut-être autre chose que ce que tu avais prévu parce que ça fait partie de nourrir la vie sociale, la joie, la rencontre, le partage à ce moment-là, même si c'est pas ton régime habituel, tu vois. Même si c'est pas un veau ou une bête dont tu sais exactement d'où il vient. Bon, ok, on va faire avec, quoi, parce que le plus important c'est d'être avec les gens. Et pour ça, la médecine chinoise traditionnelle est assez souple et assez sage à mon avis, en ce sens qu'elle tolère complètement l'idée qu'il y a des repas quotidiens qui sont assez ascétiques, mais 2 fois par semaine, tu as droit à un repas de fête. Et là, la question, c'est pas manger comme il faut pour ton corps, c'est nourrir la joie d'être avec d'autres gens, célébrer, et donc tu vas boire de l'alcool si tu veux, tu vas... Mais t'es même pas obligé, tu fais ce que tu veux. Mais c'est possible, c'est possible. Et donc, une dernière chose que je pourrais dire sur ce sujet-là, c'est que quand tu trouves ce qui te met en joie, comme action à donner au monde, et là c'est pas théorique ce que je vais dire, c'est pratique, c'est quelque chose que j'ai vécu, à partir du moment où tu es sur le bon fil rouge de ta vie, tout concourt à t'aider. La vie a envie que tu sois heureux, a envie de t'aider, de mettre en place, de trouver les budgets, et que si jamais t'es pas dans la juste posture, en fait non, ça viendra pas. Tu auras que des obstacles, les obstacles administratifs, pas d'argent, pas de personnes qui t'aident, etc. Bon bah c'est pas par là qu'il faut que t'ailles. C'est pas grave. C'est un signe qui t'est donné au fond, par le monde, par la vie, par le destin, pour dire c'est pas ça qui va te rendre heureux. Trouve un autre chemin. Peut-être que ton chemin c'est pas d'avoir une ferme, par exemple. C'est autre chose. Je crois qu'on a vraiment chacune quelque chose à donner, ou quand on le donne, on compte pas. Plus on en donne, plus on en a. C'est pas marchand quand on le donne. On n'a rien l'impression d'avoir perdu. Alors, pour certains, ça va être de garder les enfants. Pour d'autres, ça va être d'enseigner. Pour d'autres, ça va être de parler. Pour d'autres, ça va être de raconter des histoires. Pour d'autres, ça va être de soigner. D'autres, ça va être de faire des légumes. Plus ils le font, plus ils sont heureux de le faire. Et plus, voilà. Ce que j'ai vécu dans les aventures collectives où on a créé des choses ensemble et individuelles, c'est que l'argent n'était jamais le frein principal. Il y avait toujours autre chose. Et qui était beaucoup plus psychologique, voire même émotionnel en fait, même très difficile à mettre en mots, qui parfois était vraiment lié au trip de la personne, quoi. Et quand on te met l'argent en avant, c'est qu'il y a autre chose à gratter. Il y a une autre peur. Et qu'il faut gratter la peur jusqu'au bout. Je me souviens, je vais donner un parallèle médical, mais dans le bloc opératoire, très souvent, les patients, quand ils arrivent, vous savez, on va leur mettre une perfusion. Il y a beaucoup de patients qui disent « ça va faire mal ?» Et il n'y a pas de bonne réponse. Si tu dis oui, ils vont faire ah ben je veux pas. Si tu dis non, ils vont faire ah non, je vous crois pas, de toute manière je sais que ça va faire mal, tu vois. Ça. Par contre, si tu réitères la question, que tu leur redonnes en miroir et que tu leur dis vous me demandez si ça va faire mal, c'est ça? Oui, parce que la dernière fois quand même, il y a une jeune étudiante qui m'a perfusé, elle m'a défoncé le bras, bon elle était sympa, mais elle m'a fait 50 piqûres, je suis sorti avec un gros hématome de l'avant-bras, etc. J'aimerais vraiment bien qu'il y ait quelqu'un de compétent qui s'y mette. Ah d'accord, ok. Là tu vois, t'as compris qu'en fait c'était pas ça va faire mal, c'est j'ai eu une expérience douloureuse et traumatisante avec ce truc-là, j'ai envie que ça se passe autrement ce coup-ci. Et d'accord, ça va se passer autrement. Tu laisses pas la main à l'étudiante ou à l'étudiant, tu le fais faire par quelqu'un qui est bon. Et très souvent, quand quelqu'un parle de quelque chose, c'est à lui, c'est sa propre peur, son propre traumatisme, sa propre entrave. Donc ce serait intéressant de voir les gens dont tu parles, qu'est-ce qu'ils racontent, les écouter.
Parce que l'écoute a une vertu thérapeutique. On fait ça en communication non violente, on fait ça dans plein de choses, où on commence par écouter l'autre. Avant même de vouloir lui dire quoi que ce soit, on l'écoute et on réitère sous une forme de miroir, un peu comme une reformulation si tu veux. On lui redit, voilà, tu me dis ça. Puis ça l'aide à aller plus loin, à aller gratter un cran plus loin. Ouais, c'est ce qu'on faisait à l'EAV. Ouais, quoi. voilà, ouais. Et je pense qu'il y a une vertu thérapeutique dans toutes ces écoles, effectivement, oui. d'accompagnement. L'autre soigne. Ouais. Et en même temps, il nous soigne aussi. C'est-à-dire le Ouais. fait d'accompagner quelqu'un est aussi thérapeutique pour nous. Et tout à l'heure, on parlait d'enracinement. Tu as commencé l'épisode en parlant de l'enracinement et aussi de l'appel de la mer, du bateau, etc. L'actualité agricole montre que les personnes qui veulent nous contrôler veulent s'attaquer aux paysans, qui sont un peu les dernières personnes à qui s'attaquer pour flinguer l'enracinement d'une société, entre guillemets. Enfin, ça, c'est en partie ma vision de voir les choses. Est-ce qu'on est dans une société qui est en train de perdre son enracinement, alors qu'il soit physique, intérieur, etc. Et est-ce que tu penses que c'est important qu'il y ait plus de paysans, plus de personnes qui sont connectées à la terre, des personnes qui sont aussi plus autonomes, puisque tu parles aussi d'autonomie dans ton dernier livre. Est-ce qu'on a besoin de cultiver l'enracinement, de cultiver l'autonomie? Et ça veut dire quoi? Oui, alors il y a plusieurs dimensions dans ce que tu dis. La première, ce serait, il y aurait des gens qui chercheraient à nous couper nos racines et, pour prendre le contrôle. Et je pense que c'est pas nouveau. C'est pas du tout quelque chose de moderne, de récent. On a passé son temps à amener des populations entières vers d'autres endroits pour en faire des esclaves. On a pris des Noirs africains pour les amener dans des colonies pour en faire des esclaves. Donc l'idée même de déraciner quelqu'un, c'est l'idée d'en faire un esclave. Ou alors c'est que vous-même vous déracinez pour trouver un autre enracinement et donc vous allez déloger quelqu'un. Les Américains qui sont arrivés ont buté les Indiens, quoi, au motif que c'était leur terre, et pour prendre la place. Donc dans ce deuxième point, ça va peut-être paraître étrange ou ambigu, mais ce serait une sorte d'éloge des interfaces, d'éloge des frontières, que les endroits délimités sont des zones particulièrement intéressantes. On le dit en permaculture, et vous le voyez, à la rencontre d'un mur vertical et d'un mur horizontal, il se passe quelque chose dans le coin. Il y a de la terre qui stagne, il y a des petites graines qui poussent, il y a des trucs au printemps. Et elles ne poussent pas sur la surface strictement verticale, sur le bitume strictement horizontal non plus. Elles poussent entre les deux, à la rencontre de deux choses qui normalement sont dans des plans différents, mathématiquement même, qui ne devraient pas se rencontrer. Et c'est vrai pour toutes les interfaces. Si vous commencez à regarder à quel endroit poussent au printemps les choses, c'est toujours dans les lézardes, les endroits où il y a un décalage de phase, jamais dans une surface strictement plane. Et donc il y a vraiment pour moi une sorte d'ambiguïté dans cette idée d'enracinement, c'est que on est à la fois dans quelque chose de stable et on va toujours chercher de l'instabilité, chercher à l'extérieur une fécondation, une ouverture. Comme dans une famille, si vous reproduisez une famille sur elle-même, à la fin vous faites des neuneux, teubés qui sont qui ressemblent au roi d'Angleterre, quoi. C'est une question génétique là. Le brassage génétique est insuffisant. Et donc ça fait partie des tabous anthropologiques très profonds dans l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss ou de Françoise Héritier ou de gens comme ça. C'est le tabou de l'inceste. Vous devez aller chercher à l'extérieur à vous marier. C'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a dans le podcast Baleine sous gravillon, qui est un incroyable podcast, il parlait d'une étude qui montre que les femmes sont naturellement attirées par les t-shirts d'hommes qui sont complètement différents d'elles. Ah oui. D'accord. Qui ne sont pas... je sais plus ce que c'est, mais en gros, on n'est pas attiré par l'odeur de personnes qui nous ressemblent, en fait. Ouais. Ben, c'est plutôt sain, en vrai, d'aller chercher... Et donc il y a cette ambiguïté, ce paradoxe, encore une fois, de l'humain. À la fois, il a besoin d'être enraciné et à la fois, il a besoin d'aller chercher autre chose. Quand je parle d'autonomie, justement, ça a trait à ça aussi. C'est une vision très différente de celle de l'autarcie. Je vais juste finir, excuse-moi, sur la question de la paysannerie et de l'agriculture. Je ne crois pas non plus que ce soit nouveau, la destruction de la paysannerie. Le remont des parcelles, voilà, exactement, ouais. Et déjà au début du XXe siècle, même au milieu du XIXe, il y a des textes sur la question paysanne. Et il
Il y a déjà des textes qui s'appellent La France sans paysans, etc. Donc c'est pas complètement nouveau. Les paysans sont gênants pour le pouvoir central. Ils connaissent mieux le terroir que le collecteur d'impôts qui vient de Paris, que l'instituteur qui vient de Paris, etc. Et donc ils représentent une sorte de mémoire vive, permanente, qui entretient à la fois le terroir et à la fois les histoires, les légendes et le tissu social. Et si on veut prendre le pouvoir sur les autres, il faut les séparer. Donc pour les séparer, quoi de mieux que de détruire le tissu social local. Donc à mon avis, on est à la fin, en gros, de la destruction de la paysannerie, pour mettre en place des exploitants agricoles, qui n'ont rien à voir avec la paysannerie, hein, et dans le début de renouveau d'autres choses, avec des néo-ruraux, avec des gens du système qui veulent se transformer, et des gens qui viennent de complètement autre chose, qui ont envie de venir offrir une autre vision des choses. Et c'est très intéressant, parce que c'est un peu comme une fécondation sur une terre qui serait stérile, où il n'y aurait plus rien, qui serait mort. D'un coup, hop, il y a un ajout de sang neuf, et y compris de Parisiens, qui viennent apporter des choses étonnantes. Comment faire de la com, comment faire de la pub, comment se mettre en réseau par voie numérique, ce dont ils ont entendu parler dans d'autres pays, parce qu'ils sont allés voyager aux quatre coins du monde, etc. Et qui rapportent des pépites, quoi, des trouvailles que n'aurait pas trouvé quelqu'un qui serait strictement resté là. L'atelier paysan avait fait un truc qui s'appelle reprendre la terre aux machines. C'est un gros enjeu aujourd'hui, et avec une vision assez sombre quand même, assez désespéré de tout ça, en disant non, le mouvement il est inéluctable, on est en train d'aller vers cette agro-industrie, la méga machine, quoi, dans lequel sont happés les paysans. Moi je pense que c'est pas univoque, je pense qu'il y a les deux mouvements en même temps, et que c'est très violent, hein. Il y a un mouvement de friction, c'est comme des plaques de tectoniques qui commencent à se fissurer, et donc ça fait des rifts, ça fait des explosions volcaniques au passage. Et là il y aura un choix à faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi. Est-ce que j'ai envie d'être accro à la PAC, de toucher mes 500 balles par mois parce que je cultive telle luzerne ou tel truc, même c'est peut-être très intéressant la luzerne, hein, mais et continuer à faire de la monoculture avec pesticides, engrais, tout ça, ou est-ce que il y a d'autres chemins possibles, quoi. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant comment dire ça autrement. Moi, en tant que médecin réanimateur marseillais, j'aurais jamais dû entendre parler de tout ça. Mon parcours sociologique, si j'avais pris 2 générations ou une génération en amont, je devrais être dans une belle baraque au Roucas-Blanc avec ma piscine, penser à acheter mon 3e appart pour spéculer, voilà, jouer avec mes actions à la bourse. Et mon chef de service, il passait son temps à ça, hein, dans le service, il regardait ses actions à la banque, tu vois, et il optimisait ses actions. C'était ça les préoccupations des générations d'avant. Et donc moi, à 45 balais, je me pose la question de faire un potager, de faire des stages d'agroécologie, etc. C'est juste pas normal. C'est une bifurcation. Et ça, c'est hyper rassurant. C'est-à-dire, si moi je le vis, si plein de potes le vivent, si d'autres dans leur secteur qui sont d'être ingénieurs, d'être mathématiciens, d'être autre chose, le vivent aussi, c'est que c'est en train d'arriver. Ça intéresse les gens. Il y a un renouement avec la question de l'enracinement et de la terre qui dépasse les strates du monde paysan et agricole. Bon, c'est cool. Ça va venir enrichir plein de choses, ça. Il y aura plein d'essais-erreurs aussi, hein. Il y aura plein de trucs prétentieux, orgueilleux qui vont tomber, tout ça. Et il y aura une rencontre en tout cas. Donc aujourd'hui, il y a une rencontre entre les néo-ruraux et les gens vraiment du monde rural. C'est une rencontre qui se passe pas toujours bien. Des fois, il y a des néo-ruraux qui portent plainte parce que le poulet fait trop de bruit, que ça sent trop fort, les bêtes ou je sais pas quoi. Et d'autres fois, ça se passe de manière très féconde. Donc moi, je suis pour cette diplomatie-là, quoi, au sens de la diplomatie entre des mondes qui viennent se côtoyer et qui un peu comme Baptiste Morisot, quoi. C'est très inspiré par son livre sur les diplomates. Donc voilà, je pense qu'on est au bout d'un cycle où la destruction elle continue et ça va continuer. Et de l'autre côté, maintenant, c'est à nous d'aller faire contrepoint. Et ce contrepoint, il ne sera pas de faire une multinationale de l'agroécologie et d'arriver à concurrencer les énormes multinationales. Non, c'est plutôt un foisonnement de plein d'initiatives intimes, discrètes, qui font pas énormément de bruit, qui avant de parler, qui font pas blabla avant d'avoir fait, qui font avant de parler. Et ça, c'est un peu ce qu'on dit souvent, l'arbre qui tombe, la forêt qui pousse, quoi. L'arbre fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Mais je pense que c'est vrai, c'est en train d'arriver, quoi. Tous les podcasts que tu fais en témoignent,
Tous les gens qu'on a rencontrés pour le film Tous résistants dans l'âme en témoignent. Les gens qu'on a rencontrés ces dernières années aussi dans le monde de l'autonomie en témoignent. Il y a une vraie volonté et nécessité d'aller vers cette réappropriation en fait de la question de l'alimentation et de la terre. Parce que la question de la terre et de l'alimentation sont complètement corrélées, et la question de l'alimentation et de la santé sont complètement corrélées. On ne peut pas les enlever les unes des autres, quoi. Pas juste on va faire à des machines le fait de fertiliser et puis faire comme si ça n'avait rien à voir. Tu vois, le fait même d'aller faire produire des agrocarburants à des champs entiers, c'est très questionnant pour moi. Pour moi, il y a une sorte de folie. Et la vocation de l'agriculture et de la paysannerie, c'est de nourrir, c'est pas d'aller nourrir ta bagnole. Si d'un coup les gens se mettent à nourrir ta bagnole, c'est ta bagnole est plus importante que toi, quoi. Là, on est en voie suicidaire, quoi. L'autonomie n'est pas l'autarcie. L'autarcie serait de vouloir tout faire tout seul, être complètement autosuffisant, autoconstruit de neuf. C'est le rêve du transhumanisme, c'est le rêve du New Age. C'est je suis à moi-même ma propre histoire, autoconstruite, je vais faire ma propre religion, mon propre monde, ma propre... Non, on est des enfants d'une longue chaîne d'amants et d'amantes, c'est une expression de Christiane Singer. C'est-à-dire on vient pas de nulle part. Et on vient pas de nulle part, et y compris culturellement, génétiquement et tout ça, c'est-à-dire... si on veut vivre d'un coup comme quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde en mangeant la même chose que lui et tout ça, en fait c'est pas adapté. Profondément on est porteur, qu'on le veuille ou non, d'un certain nombre de gènes, de phénotypes, d'enzymes qui font qu'on va métaboliser le lait comme ci, le blé comme ça, le riz comme ça, et donc on peut pas juste importer une culture parce qu'elle nous plaît, qu'on la trouve chouette et qu'on aimerait bien être comme ça. On vient de quelque part. Et quand on comprend plus rien, qu'on sait plus ce qu'on doit manger, qu'on est malade, on sait pas pourquoi, etc. C'est revenir à, attends, qu'est-ce que c'était traditionnellement ici? Et traditionnellement, ça veut pas dire mon grand-père ou ma grand-mère. Parce qu'eux ont déjà détruit leur mode de vie pendant les 30 Glorieuses et tout ça. C'est avant, c'est revenir avant ça. Et ça, c'est une mémoire ancienne, profonde. Et donc on est tous plus ou moins en train de procéder par essai-erreur pour essayer de retrouver un peu quelque chose, en allant trop loin de temps en temps dans une voie rigoriste, et puis non, ça va, je peux manger de la viande, on va toujours manger de la viande à cet endroit-là, tu vois. Et quelqu'un d'autre qui dira ouais, mais moi je suis vegan parce que ce sera peut-être ok, parce qu'effectivement il venait d'un endroit où il n'y avait pas de viande, et lui il a tout ce qu'il faut pour vivre vegan en bonne santé. Mais quelqu'un qui serait vegan en prenant des compléments alimentaires qui viennent de l'autre bout du monde pour compenser ses carences et tout ça, ça me paraît prendre la proie pour l'ombre. C'est-à-dire on veut défendre d'abord la condition animale avant même d'être en bonne santé. Déjà nous soyons en bonne santé, et ça va aller de pair avec défendre la condition animale. Parce qu'il y a... Enfin voilà, je dérive un petit peu loin, mais aujourd'hui le monde des abattoirs et du travail des bêtes industrielles, à mon avis, il est malade. Il va pas bien. Et j'avais eu un interne comme ça, en médecine. Il était devenu médecin après avoir été véto. Il avait d'abord été véto et il avait fait tout son stage de fin d'études dans des abattoirs pendant 1 an. Et il m'a dit, en fait, au bout d'1 an, tu ne peux pas ne pas devenir fou. Le niveau de violence quotidienne que tu es obligé de supporter fait qu'elle rentre en toi, elle suinte par tous les pores, et tu ne peux pas vivre ça, en fait. On n'est pas fait pour vivre ça. Cette espèce d'extraordinaire banalité d'aller foutre un coup de couteau ou un coup de gégène à un animal. On n'est pas fait pour ça. Et par contre, le fait de retrouver l'idée qu'on peut tuer une bête de manière rituelle, avec beaucoup de respect, et en sachant que c'est important, que cette bête-là, quand on la tue, c'est pas pour rien. Ça va nourrir des gens d'une belle manière pendant longtemps, et notre famille. Et lui dire merci pour ça, tu vois, c'est un peu peut-être une vision de bisounours sur le monde d'avant, hein. J'ai rencontré des fermiers qui faisaient ça encore, alors qu'ils n'ont pas le droit. Il faut que tu envoies normalement tes bêtes à l'abattoir. Et pour qui il y avait un immense respect de l'animal. Et je crois qu'ensuite, ta viande n'a pas le même goût, qu'elle n'apporte pas la même santé, et qu'il n'y a pas la même chose qui infuse en toi. Tout ce qui va infuser dans la matière est le fruit d'une intention. Donc est-ce que cette intention, elle est juste au départ ou pas? Il y a ce paysan suisse qui partage dans un épisode des Pieds sur Terre sur France Culture, un des pionniers de l'abattage à la ferme par fusil. Enfin, en fait, il abat ces animaux dans la prairie, et il explique qu'il l'a fait parce que il mangeait de la viande, il aimait bien le goût, mais il sentait qu'à l'intérieur de lui, c'était plus du tout cohérent de pas élever et tuer ces animaux lui-même.
Et il explique aussi que... Et c'est là où je reviens à l'idée d'autonomie, dans l'idée de... c'est ce que dit le super nouveau magazine Esprit Autonome, qui est sur la table de nuit là-bas. Faire par soi-même avec les autres. Donc, par soi-même dans le sens de décider en pleine conscience ce que je veux. Et donc ce mec-là, ce paysan, il a décidé que c'était lui qui allait abattre ces animaux. Et il décide aussi de ne pas se faire trop toucher. Et donc il va pas choisir consciemment lequel il va abattre. Ils sont tous dans la prairie. Et lui, il a décidé que ce serait le premier qu'il regarde. Parce que comme ça, c'était que c'est son heure, quoi. Et peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait autrement. Ils auraient fait pique-midouille ou j'en sais rien. Mais en tout cas, cette idée de je décide que c'est moi qui vais les abattre, c'est moi qui vais les élever, et aussi il y a une certaine quantité de morts, c'est ce que dit Noémie Calais dans l'épisode 60 et des brouettes. Elle, au bout d'un moment, elle ne supportait pas qu'il y ait autant de cochons qui soient abattus, et donc elle a réduit son troupeau, parce que 10-15 cochons morts par an, c'est ce qu'elle peut supporter. Au-delà, c'est pas supportable. Oui. Et elle garde l'autonomie décisionnelle de ce qui lui convient bien. Ouais, c'est intéressant, et le sous-titre là de Esprit Autonome, il est très bien, moi je trouve, effectivement, cette idée de faire par soi-même avec les autres. Et l'idée de l'autonomie, c'est étymologiquement, ça vient de auto, moi-même, hein, et nomoi, c'est les règles, les lois dans la Grèce antique. Et donc je me donne à moi-même mes propres règles. Je ne les subis pas de l'extérieur. Dans ce cas-là, je serais hétéronome. Si jamais c'est la PAC qui décide ce que je cultive, je suis hétéronome. Si jamais c'est je fais par moi-même avec les autres. Et donc il y a une ambiguïté, ça veut dire que si jamais je suis agriculteur, enfin paysan, et que je fais quelque chose à manger, je le fais aussi avec les gens qui vont consommer. Et donc quelque part ils ont leur mot à dire sur ce que je vais semer, sur ce que je vais récolter, sur ce que je fais. C'est un peu l'idée des AMAP, c'est un peu l'idée au Japon des cultures familières, enfin des cultures où il y a un paysan qui est assigné à un certain nombre de familles et qui est responsable de ces familles quelque part. Et et ça ramène aussi à l'idée que l'autonomie, c'est aussi une voie de responsabilité. Parce que pour beaucoup de gens, c'est une voie d'égoïsme, où dire je m'en fous du système, ça va, et les autres vont dire d'accord, toi tu vas te nourrir correctement, etc. Mais les autres, et on va faire une espèce de chantage à l'altruisme. Moi, je pense que c'est pas vrai. L'autonomie, c'est une voie de responsabilité vis-à-vis des autres, que c'est avec les autres que je le fais, quoi. Donc, c'est à rechercher dans plein de domaines. Ça peut être en santé aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui attendent de l'hôpital qu'il les soigne, que le jour où ils ont un pépin, leur sécu va tout leur payer et tout ça. L'autonomie, c'est pas vraiment ça. C'est d'essayer de trouver les moyens de rester en santé et de pas avoir besoin de l'hôpital. Et si j'ai besoin de l'hôpital, tant mieux, ce sera là. J'aurais noué des liens et tout ça, mais j'aurais aussi par moi-même mis de côté un peu de sous d'une manière ou d'une autre. Après, ça n'empêche pas de le faire collectivement avec d'autres. Par exemple, de faire une coopérative sociale qui me ferait une sorte de mini-sécu à une échelle locale, d'un village, d'une famille un peu plus large. Normalement, c'est l'esprit de la sécurité sociale au départ, hein. Sauf que c'est devenu hétéronome, c'est-à-dire c'est plus nous qui la gérons. Et ça, c'est un énorme enjeu, c'est-à-dire il y a plein de choses qui sont du domaine du commun, c'est-à-dire qui sont en partage au milieu du village, qui devraient être à nous tous, et dont on décide tous ensemble comment on fait. Je ne dis pas que c'est facile, hein, ça pose plein de questions en termes de gouvernance. Voilà, une vraie démocratie, qui ont en fait été capturée par des officines privées multinationales, et dont on a été exproprié dans les prises de décision. Et on n'en est plus que les super users. Et c'est même la majorité de ce qui nous entoure aujourd'hui et de ce qu'on vit. C'est une hétéronomie. Donc tous les champs où je peux reprendre de l'autonomie, que ce soit énergétique, alimentaire, tout ce que je peux faire est déjà la bienvenue en fait. Et c'est là on parlait tout à l'heure de joie. La plupart des gens qui se mettent à cultiver quelque chose et qui ont leur première récolte, ça a vraiment waouh, quelle merveille. Même si c'est des tomates cerises sur le balcon en fait, c'est déjà c'est merveilleux quoi. C'est quelle chance d'avoir ça et de pouvoir et je vais tout de suite en donner aux autres. D'ailleurs, mon réflexe va pas être de toutes les manger pour moi, ça va être tout de suite d'en donner un peu aux voisins, de frimer un peu, et tout ça. Et donc, je les aurais toutes pour moi. Ouais. Donc il y a le champ de la santé, le champ de
il y a tout plein de champs d'autonomie, et aujourd'hui il y a des mouvements d'autonomie qui sont nés un petit peu partout en France. Moi je suis en lien avec pas mal de groupes qui cherchent à être autonomes. C'est assez passionnant parce qu'ils développent des solutions assez inattendues à certaines problématiques. Sur la santé, ils vont pas aller manifester pour que on leur donne plus de droits sociaux ni rien. Non, ils vont apprendre à se suturer. Ils vont trouver comment obtenir des kits de suture d'une manière ou d'une autre, comment les fabriquer eux-mêmes, tout ça. Voilà. Donc, c'est peut-être une illusion. Au bout, on n'est jamais complètement libre des autres. Et c'est un peu ce qui est contenu dans cette idée d'autonomie. C'est, je suis pas séparé des autres. Si dans mon village, il y a des gens qui font très bien du pain, j'ai peut-être pas besoin de faire du pain. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Est-ce que je vais pouvoir les influencer sur quelle farine ils prennent, comment ils cuisent et tout ça? Si je peux faire ça, ok, ça va. Je peux continuer à être autonome dans le pain que je mange. Si c'est non, je délègue en fait cette capacité-là à quelqu'un du village qui va choisir sa farine, mettre de la merde dedans, etc. Et je vais le manger quand même parce que j'ai pas d'autre choix. Je suis plus autonome. Voilà, je sais pas si c'est clair. C'est très clair. Et donc là, ce qui me venait, c'est que actuellement, tu es impliqué dans plusieurs projets qui permettent de se soigner de manière autonome, de recréer un réseau de soins qui prennent le relais de ce qui est en train de s'effondrer ou qui s'effondre très lentement, comme tu le disais, mais qui en tout cas qui n'a plus de sens. Est-ce que tu peux en parler juste un tout petit peu, parce qu'on fait... Enfin, je trouve que ça fait un très beau parallèle avec toutes les mycorhizes qui se créent en agroécologie, en permaculture, et tous les gens qui essayent d'être plus autonomes justement au niveau agricole. Moi, je peux en parler. Je vais mettre un petit peu le contexte. Toutes nos structures institutionnelles sont en effondrement, et le Covid est venu marquer comme un point d'orgue de tout ça. Donc, c'est pas une crise simplement sanitaire ou une maladie qui serait venue épidémique et puis pouf, c'est fini. C'est le symptôme terminal que notre société ne peut plus tenir. Les piliers qui la tiennent, qui sont les institutions, sont malades et sont arrivés à l'inverse de ce qu'ils cherchaient à faire. Ces piliers institutionnels, c'est l'école. L'école, elle ne fait plus des enfants qui vont éclairer le monde de leur talent unique et offrir à la société leur beauté intérieure et leur ingénuité. Non, elle fait du crétin militant. Elle forme à la chaîne du crétin militant, du débile digital, comme dirait Desmurger, la fabrique du crétin digital. La fabrique du crétin militant, c'est pas de moi non plus, c'est de Jean-Claude Michéa, qui est un philosophe de l'éducation, qui a beaucoup réfléchi là-dessus, en disant voilà, l'école est arrivée à l'inverse de ce qu'elle cherchait à faire. Elle est arrivée à sa contre-productivité maximale. Elle produit plutôt que de libérer des gens et de faire des adultes épanouis et libres, elle en fait des rouages serviles. Le système de santé est arrivé à sa contre-productivité maximale. Il devait nous rendre autonomes en santé, qu'on soit la plupart du temps, se réveille le matin en disant chouette, une nouvelle journée commence, j'ai la patate, je suis en pleine forme et tout ça, à être au fond tous à moitié débilités en permanence, mal quelque part, fatigués, du mal à dormir, se levant le matin en disant voilà, et avec des béquilles médicamenteuses pour l'éternité. Donc aujourd'hui, le facteur pathogène prédominant de notre société, c'est le système de santé, alors qu'il devait faire l'inverse. Le système médiatique qui était censé nous renseigner sur ce qui se passait ailleurs que je ne pouvais pas voir et m'aider à comprendre ce qui se passe dans un autre pays, à tel endroit, à témoigner du réel, de ce qui se passe dans nos campagnes, de tous ces agroécologistes qui s'assemblent pour faire des choses. Non, aujourd'hui est devenu majoritairement une usine de propagande de masse qui font les mêmes articles stéréotypés, avec les mêmes fautes d'orthographe d'un journal à l'autre, t'imagines, à partir de la dépêche AFP. Donc on est dans une contre-productivité maximale. Le système monétaire, je peux les prendre un par un en fait, c'est vrai pour toutes nos structures institutionnelles. Le système monétaire qui était normalement là pour nous enrichir les uns les autres, moi de mon talent à soigner, toi de ton talent à raconter des histoires, à faire de l'agroécologie, un autre de garder les enfants ou je sais pas quoi, et qu'on soit tous plus riches les uns les autres, en fait est un système d'accaparement de la richesse dans les mains de quelques-uns. Aujourd'hui, 8 personnes possèdent plus que la moitié de l'humanité. Les multimilliardaires se sont multipliés ces dernières années à la faveur du Covid et du règne de Macron Ier. Et par contre, les pauvres ont augmenté de manière très importante aussi. Et donc, on est dans un moment très particulier où la monnaie sert vraiment d'accaparement de la richesse et du pouvoir et de l'activité. C'est une contre-productivité maximale. Ça, il y a un penseur qui s'appelle Ivan Illich qui en avait parlé,
Il y a un autre qui s'appelle Jacques Ellul aussi, qui sont des penseurs de la technique, qui ont dit que tous les systèmes industrialisés, en bout de course, ils finissaient toujours à l'inverse de ce qu'ils cherchaient à faire. Et qui finissaient par s'effondrer. Et donc on est en phase d'effondrement accéléré de nos structures institutionnelles. Et là il y a un deuil, parce que les structures institutionnelles, c'est ça qui nous tient ensemble. C'est ça qui tient la société ensemble. Et donc c'est très douloureux, c'est très anxiogène. Il y a beaucoup de gens qui vont se cramponner à ces structures, comme s'ils étaient dans un bateau qui était en train de se fracasser sur les rochers. Et ben ils se cramponnent aux vieux morceaux de mât qui ne tiennent plus à rien, parce que ils tiennent encore quelque chose, quoi. Mais ils sont en train de couler. C'est ça la réalité. Et là, il y a une difficulté, c'est si vous sautez à l'eau et vous dites viens, et vous êtes au milieu de la tempête en train de vous faire rouler sur les rochers, l'autre qui est encore sur son bout de bateau en train de flottouiller, même s'il coule, enfin t'es gentil, merci, je reste là, quoi. Il va pas vouloir venir avec vous, ça fait encore plus peur, la liberté. Surtout s'il n'y a pas un autre bateut qui exactement. flotte à côté. Et donc l'enjeu, c'est de construire des chaloupes, des radeaux, et de dire une fois que vous avez votre chaloupe, qu'elle a l'air confortable, qu'il y a des gilets de sauvetage, viens. Et puis peut-être qu'il y en a, ils viendront pas tout de suite, parce qu'ils pensent que leur bateau, ils vont réussir à écoper et à repartir et à remettre leurs mains. Mais bon, dans quelques heures, quand vraiment là, il y aura de l'eau jusque sous le pont inférieur, ils vont dire d'accord, je vais peut-être venir maintenant. Donc il faut être patient aussi. Il y a cette idée que c'est pas tout de suite qu'il y a besoin d'embarquer tout le monde. Et qu'en plus, pendant ce temps, si ma chaloupe, elle est pas encore bien construite, il faudrait pas qu'il y ait trop de monde qui vienne dedans quand même. Sinon, ils vont me la couler, les salauds. Hein. Et donc, attendez, restez sur votre truc qui coule, très bien, achetez votre SUV, votre SUV et vos saloperies à la carouf, le temps que je structure correctement mes AMAP, une agriculture paysanne qui a du sens, etc. Donc pour moi, les choses sont assez parfaites, ça va au rythme qu'il faut. Il ne faudrait pas que ça aille trop vite quand même. Le deuil, la peur d'y aller, et puis ceux qui y vont, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a beaucoup de gens, pendant le Covid, ils se sont retrouvés avec l'école qui faisait vraiment du mal à leurs enfants. Parce qu'ils leur mettaient un masque, et là les auditeurs doivent savoir réaliser des choses. Hein. C'est que dans certaines écoles, les enfants avaient des jetons pour avoir le droit de respirer. Ils avaient 3 jetons par jour pour avoir le droit de retirer leur masque. Et s'ils le faisaient une fois de trop, ils étaient punis. Et certains étaient punis au milieu de la cour, devant tous les autres élèves, à devoir copier des lignes, je dois mettre mon masque correctement, et tous les autres élèves en train de se moquer d'eux. C'est ça qui s'est passé. Il y en a d'autres, quand ils enlevaient leur masque, on leur mettait un FFP2. Et après, s'ils ne mettaient pas bien leur FFP2, on les renvoyait de l'école. Ça s'est passé dans notre pays. Pour quelque chose qui n'a aucun sens. Une maladie qui n'avait pas à voir avec l'enfant. Et qui se transmet majoritairement par voie manuportée. Et le masque n'a aucun sens. Juste, je le redis là. Je le redirai autant de fois qu'il faudra, même si ça m'a valu des problèmes avec le Conseil de l'Ordre. Le masque chirurgical ne prévient pas la contamination et la transmission des maladies respiratoires virales hivernales. Point. En population générale. Point. Ça ne veut pas dire que le masque n'est pas utile à l'hôpital à certains endroits. Ça ne veut pas dire que le masque n'est pas utile au bloc opératoire. Ça veut dire le masque en population générale, dans la rue, les écoles, les supermarchés, pour prévenir une infection virale respiratoire, n'a aucun sens. Ça, c'est juste un donné scientifique et médical. C'est tout. Il faut remettre les choses simples. Ça ne veut pas dire que je suis anti-masque. Je ne suis pas anti-masque. Quand j'ai intubé des gens en réanimation, j'ai mis un masque FFP2. Mais c'était dans un contexte très particulier, avec une charge virale qui avait rien à voir, etc. Bref. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des parents qui ont dit moi j'enlève mon enfant de l'école et je fais l'instruction en famille. Et ils ont commencé à faire l'instruction en famille. Pour certains, ça s'est très bien passé. Ils ont retrouvé une joie d'être ensemble, etc. Ok. Et pour d'autres, ça a été au contraire très complexe, avec une énorme difficulté à enseigner à leurs propres enfants, parce que ça va pas forcément de soi que vos enfants aient envie que vous leur expliquiez des choses, en fait, c'est pas sûr. Peut-être que je me souviens avoir essayé d'enseigner à nager à mes enfants, ça marchait pas, et puis après je les ai emmenés à la piscine, tombé sur un prof qui était un gros terroriste avec un sifflet qui leur faisait faire des longueurs. Elles ont appris à nager en 2-2 en 6 mois, alors que moi ça faisait 3 ans que j'essayais, quoi. Cette fois on n'est pas la bonne personne pour le faire, quoi, c'est tout, pour transmettre quelque chose qu'on aimerait transmettre. Et donc il y a des gens qui se sont assemblés à plusieurs à faire l'instruction en famille et à faire des ateliers partagés où certains mutualiser leurs ressources. Le grand-père qui sait faire du bricolage, des ateliers de bricolage. La maman qui faisait très bien de la grammaire faisait un atelier de grammaire. Un autre qui faisait à manger faisait un atelier, etc. Et ils avaient tout un répertoire de possibles dans lequel les enfants, on leur proposait là-dedans une sorte de parcours pédagogique. Ça faisait des choses super, et en même temps, il y a beaucoup d'entre eux qui ont dit d'accord, mais on est très inquiétés. Le système est en train de nous empêcher, de nous interdire de faire ça. Et aujourd'hui, l'instruction en famille n'est plus en régime déclaratif, elle est en régime dérogatoire. C'est-à-dire il faut que l'administration donne son aval. Or, l'administration ne le donne plus jamais. Donc interdit en pratique l'instruction en famille.
Et là, il y a des gens qui ont dit, d'accord, en fait, on va faire une école, parce qu'on était une école, de fait. On fait une école, on y va. Et ils ont passé le cap. Mais tu vois, il y a eu une sorte de succession écologique, comme dans la conquête d'un terrain vague par les plantes. Ça se passe à des rythmes différents. Il y a d'abord des plantes adventices, astraterbacées basses, herbacées hautes, arbustives basses, arbustives hautes, arborées clémax. Et voilà. Et ça y est, on a refait un biotope. Là, c'est un petit peu pareil. Il n'y a plus rien, ça s'effondre. On va à la reconquête, il va y avoir plein d'herbes folles qui vont faire des choses étranges, essayer des trucs nouveaux, et tant mieux, c'est bien, elles préparent le sol. Et puis petit à petit, ça va se restructurer pour qu'arrivent des structures institutionnelles assez costauds, structurées. Mais c'est lent, c'est patient, nécessite de transformer la terre de fond, parce que si on essaye tout de suite de mettre un très bel arbre sur une terre qui n'est pas capable, c'est pas possible. Donc là, tout de suite, dans le système de santé, on a l'effondrement de l'hôpital. Il est progressif, mais il est programmé. Ce rêve d'une médecine algorithmique où on rentrerait dans un médicomaton qui nous soignerait, qui nous donnerait une ordonnance Pfizer. Et puis de l'autre côté, tout plein de gens qui essayent des régimes, des trucs, comme on a dit, qui font de la naturo, qui bricolent, et qui se rendent compte que c'est lié à la lumière, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent, à l'eau qu'ils boivent, à leurs relations sociales, au rire, à la joie, à la beauté, à la créativité et à l'art qu'ils peuvent mettre en place, et qui se découvrent soignants, mais dans des dimensions très différentes de ce que proposait le système institutionnel. Et ça, c'est beau, quoi. C'est intéressant. Mais ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de structure dans laquelle rentrer. Et donc, c'est très effrayant pour eux. Et puis, en plus, on leur tape sur les doigts parce que le système institutionnel en train de s'effondrer devient paranoïaque. C'est-à-dire que c'est un peu dans mon parallèle du bateau qui fait naufrage, là. C'est comme si ceux qui étaient à bord, ils prenaient un fusil et tiraient sur ceux qui ont sauté à l'eau. En disant « Ouais, bande de salauds, vous quittez le navire, vous devriez aider à écoper. » Et ils vont essayer de buter ceux qui sont partis et à essayer de construire un radeau. On peut comprendre, hein. C'est un truc paranoïaque. Plus on a peur, plus on s'effondre, plus on se raidit, et plus tous les gens qui font autrement, en fait, nous mettent en danger. Exemple de la loi voilà. qui vient de passer. Exactement. Alors qu'au fond, celui qui est en train de reprendre des morceaux pourris du bateau pour en faire un radeau, il est en train de me sauver. Mais je m'en rends pas compte, j'ai l'impression qu'il est en train de dégrader le bateau. C'est un peu pareil là sur ce qui est en train de se passer dans le système de santé. L'ordre des médecins a très peur de toutes les alternatives et a fait tout un texte en disant que, en gros, la médecine chinoise traditionnelle, l'ayurveda, l'acupuncture, l'homéopathie, le shiatsu, tout ça, c'était des dérives sectaires. Donc toutes les pratiques complémentaires de soins étaient des dérives sectaires. C'est vraiment une dynamique paranoïaque, parce que c'était pas le mouvement général en cours depuis des années. Le mouvement général en cours, au contraire, c'était une diplomatie de plus en plus importante. Et moi, j'ai une amie qui est directrice de recherche au CNRS, qui évalue justement les thérapeutiques complémentaires. Au CNRS, pas dans un truc foufou, on fait n'importe quoi. Elle est directrice de recherche au CNRS. Donc ça existe aussi. Et notre idée, c'est prudemment de mettre en lien tous ceux qui essayent. Et l'idée, c'est pas de leur donner un mode d'emploi en disant ouais, la franchise d'une Notre Santé, c'est comme ça qu'il faut faire. Non. On regarde ce que vous faites, vous vous appelez comme ci, vous appelez comme ça, vous faites ça, d'accord, c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut en témoigner aux autres et vous mettre en lien et vous faire voir les uns les autres? Parce que vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez les mêmes problèmes ou les mêmes réussites ou qu'au contraire, là, tiens, toi t'as fait ça, j'aurais pas pensé, et vous nourrir les uns les autres de vos expériences. Et donc on se réunit pour faire ça. Voilà, ça s'appelle une Notre Santé. Et il y a un autre groupe qui s'appelle Parlons Santé qui fait mettre autour de la table plusieurs praticiens de santé différents sur un sujet. Donc ça peut être l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité. En général, on part d'une thématique, mais ça peut être des thématiques plus larges, la mort, voilà, le deuil, la maladie, le cancer. Et on met un cardiologue, par exemple, pour l'hypertension artérielle, un néphrologue, un médecin chinois traditionnel, quelqu'un qui fait des régimes, et on les fait parler sur l'hypertension artérielle. Et ça, c'est hyper intéressant de voir qu'ils peuvent ne pas être en compétition les uns avec les autres, mais au contraire, découvrir, vous faites ci, vous faites ça, waouh, c'est fascinant, c'est passionnant. Et notre rêve, c'est que ça se passe de manière locale. C'est-à-dire que pour le moment, on utilise les réseaux numériques et sociaux qui sont un outil pratique, mais le rêve, ce serait que ça se passe vraiment dans chaque région, département, ville, village, que les gens réunissent les professionnels de santé et les fassent parler ensemble, et que ça devienne une occasion de fête, de réjouissance. Parce que toutes ces occasions de rencontres un peu étranges, si en plus on les fait dans une occasion rituelle sympa, tout s'apaise. Je vais donner un exemple pour que les gens comprennent.
Si vous essayez de discuter avec votre beau-frère de la question du Covid et il n'était pas d'accord avec vous, pour une raison ou pour une autre, sur la vaccination, je sais pas quoi, vous allez réussir à vous friter pour pas un rond. À l'inverse, vous vous mettez ensemble, vous débouchez une première bouteille de rouge. Hop, vous faites couler, allez Gérard, on boit un coup et tout, alors les enfants, la famille, tout ça. Et puis vous ouvrez une deuxième bouteille de rouge. Et là vous dites, alors Gérard, on reparle du Covid. Et vous dites, non Louis, tu me fais chier avec tes histoires, on s'en fout. Ouais, c'est bon, d'accord, on en parlera une autre fois. Et en fait, tout va mieux, tout est apaisé. Et peut-être que vous en parlerez, peut-être que vous en parlerez pas. Le plus important, c'est que vous avez réussi à vous mettre ensemble. Et vous allez peut-être reparler de ce qui est le plus important. Tu es en train de faire la promotion du vin rouge pour les... Voilà, bien sûr, en tant que médecin, j'invite pas j'invite à quoi, la répression de l'ivresse publique, bien sûr. Non, mais c'est l'éloge de la fête. C'est un philosophe qu'on a parlé qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est un philosophe spécialiste du totalitarisme. Dans cette idée que dans un modèle où tout devient marchand, et y compris l'humain, le corps, la terre, et remettre des espaces au contraire absolument non marchands, non économiques, où il n'y a pas de finalité propre, il n'y a pas de but, rentabilité ni quoi que ce soit, c'est extrêmement subversif. C'est un mouvement anarchiste inarrêtable. Et ça, c'est l'éloge de la fête. Lui, il appelle ça le désœuvrement. Moi, je suis pas sûr que ce soit désœuvré, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, faire œuvre justement dans ces moments-là, alors que la plupart du temps on travaille. Moi, c'est un plaidoyer pour sortir du travail pour aller vers faire œuvre. Et voilà. Et je pense qu'en plus c'est plus rigolo, quand bien même on serait sur le Titanic en train de s'effondrer, je pense que c'est plus rigolo de faire la fête que de crier qu'on est en train de couler, quoi. Et une fois qu'on s'est rechargé avec la fête, construire ensemble. Parce que là, c'est pareil. Moi, j'étais étonné de voir à quel point des humains, quand on les met ensemble, sont capables de choses absolument merveilleuses, que ce soit dans un réseau d'éco-construction comme Twiza ou d'autres, sur des chantiers participatifs. Et il y a vraiment des réalisations qui sont étonnantes, quoi, et qui ne sont pas des choses prévues, qui ne sont pas planifiées. Et c'est pas facile, hein. Personne n'a dit que ça se passait pas sans heurts. Mais ça fait naître des choses très très belles. Et parfois même pas de manière immédiate. C'est même pas l'œuvre immédiate accomplie qui est la plus importante, mais c'est ce qu'ont vécu les gens à travers le fait de faire cette œuvre ensemble, qui va les transformer et ils vont essaimer à leur tour plein de choses. Donc voilà. J'ai une dernière question, et puis après on s'arrêtera parce que je crois que ce sera l'épisode le plus long de l'histoire de ce podcast. Couper, tu peux faire des coupures. Une de mes dernières questions, c'est qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu as envie de raconter comme histoire aux personnes qui souhaitent s'installer en collectif, créer des fermes collectives de par ton expérience de gouvernance partagée? C'est un gros sujet. Nous, en essayant d'être je vais essayer d'être synthétique. Moi, je suis passé à travers plein de modèles organisationnels différents, depuis le bateau. J'ai fait beaucoup de bateaux étant jeune, avec un capitaine, avec un équipage, en passant par des structures pyramidales hiérarchiques très fortes à l'hôpital. Des structures décentralisées très alternatives avec les colibris, et voilà, en passant par l'holacratie, la sociocratie, gouvernance opale, des trucs comme ça, voilà. Et à chaque fois je trouve ça très intéressant, je trouve ça passionnant même en fait, et il y a énormément de choses à en tirer, et en même temps je vois tout le temps que ça revient à où en sont les gens individuellement, et est-ce qu'ils se sont bien trouvés pour faire quelque chose ensemble. Et donc j'ai vu des groupes essayer de mettre plein de règles du jeu et ne jamais arriver à se sortir de leurs conflits malgré tout. Et tomber dans une sorte de dictature même de la gouvernance partagée et de l'holacratie, avec certains qui maîtrisaient le jargon et d'autres qui ne maîtrisaient pas et qui finissaient par faire un bras d'honneur en disant « ouais, vous me gonflez, quoi ». Et d'autres, au contraire, qui étaient dans la peau d'un stit bien pensante, tu vois, qui voulaient absolument qu'on soit en gouvernance partagée. Et à l'inverse, et donc ces groupes-là, alors même qu'ils avaient les meilleures intentions du monde, ne rien réussir à faire, à accomplir dans la matière. Et de l'autre côté, j'ai vu des groupes sans aucune règle du jeu, mais où tout le monde s'entendait bien, et réussir à faire des magnifiques choses. Puis j'ai encore vu des groupes avec un tyran, sanguinaire à leur tête, mais non pas sanguinaire, un tyran bienveillant, un despote éclairé, on pourrait dire, et tout le monde d'accord pour entre guillemets subir le despote, quoi, et que ça se passe super bien aussi. Tout le monde était d'accord pour avoir un chef tyrannique, quoi. Et donc maintenant je suis très partagé. Je crois pas que j'ai de mode d'emploi ou de recettes de cuisine.
Je pense que la façon d'appréhender les choses des colibris, quand ils avaient fait un parcours sur les oasis, qui étaient des habitats partagés, et qui essayaient de poser un certain nombre d'invariants, le fait que, j'ai essayé de m'en souvenir, il y avait 5 invariants, mais un premier c'était mutualiser ce qu'on peut, ce qu'on veut surtout, et pas forcément tout. Peut-être dire, il y a des endroits c'est à moi, et c'est ok que ce soit à moi, j'ai besoin d'espace à moi aussi. Je peux pas tout partager tout le temps avec tout le monde. Par contre, la machine à laver, ouais, la perceuse, ouais, la zone de jeu pour les enfants, ouais, c'est plus sympa. Mais ça, c'est mon salon, c'est chez moi, point. Ou c'est mon bureau, c'est ma chambre. Voilà. C'est dur de partager sa banette dans un bateau, tu vois, par exemple, hein, la chambre à coucher. Donc ça, c'est mutualiser ce qu'on peut, etc. Faire de l'éco-construction, ok, donc avoir de l'architecture bioclimatique, etc. Être en accord avec le vivant, quelque part on pourrait aller plus loin, c'est pas juste une question d'architecture ou de construction, c'est est-ce que je suis en accord avec le biotope où je vis, quoi. Si vous arrivez tous avec la meilleure intention du monde en collectif pour faire du maraîchage sur une terre qui veut pas que vous fassiez du maraîchage, ça se passera pas, quoi. Et ça fera voler en éclats votre groupe juste parce que vous n'avez pas choisi le bon endroit, même si votre groupe, lui, son intention était clean, que vous vous entendiez bien, etc. Et donc il y a à voir d'emblée, est-ce que vous essayez d'imposer au monde une vision des choses, dans une maîtrise créative qui veut contrôler et prédire ce qui se passe, ou est-ce que vous allez ressentir et vous ajuster? J'ai souvent parlé de ça, de la différence entre ressentir et s'ajuster d'un côté et contrôler et prédire. Toute notre société, elle est dans contrôler et prédire. La météo à 15 jours, Waze dans votre bagnole, les horaires. Il faut que vous contrôliez et que vous prédisiez. C'est une logique paranoïaque et anxieuse, qui a peur de la mort en fait. Ressentir et s'ajuster, c'est dire, bon bah, ok, aujourd'hui il fait beau, tu vois, on a fait une balade ce matin, s'il n'y avait pas eu le bon temps, peut-être qu'on aurait dit, bah, on fait la balade quand même, on veut aller en force, il pleut, on se prend tout dans la gueule et ça, ou est-ce qu'on aurait réussi à se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait être dans la nature, de manière peinard, sympa, bon bah on fait une autre balade, c'est pas grave. Ailleurs, à un autre endroit. Il y avait l'idée de travailler d'emblée aux relations entre les gens, et notamment que les gens se forment un peu en communication non violente. Alors il y a un vrai piège là-dedans, hein, c'est que tout le monde devienne un peu un spécialiste de la communication bienveillante, et soit dans une dictature de la bienveillance, et où plus personne peut dire ses tensions. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment une erreur, c'est une mauvaise compréhension de la communication non violente. Au contraire, la communication non violente, elle laisse la part belle aux tensions, aux conflits, elle cherche à la transformer en autre chose par contre. Et je vous invite à écouter l'épisode que tu as fait avec Célia Grincourt du podcast La force de la non-violence, qui est vraiment qui complète super bien tout ça, quoi. Ouais, merci. Enfin voilà, donc ça, il y a un vrai travail à faire sur la question de la non-violence, pas du tout pour que ce soit un truc de bisounours. Et ça avait abouti dans pas mal d'organisations dont j'ai fait partie à ce que ce soit les tensions qui soient les moteurs. Tensions positives ou négatives. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre du jour, mais il y avait, à chaque réunion on arrive, avec quoi j'arrive là qui me... j'arrive, ça me gonfle ça. Ou au contraire, j'ai une envie, j'ai besoin d'aide, etc. Et que c'était ça les ferments qu'on donnait au groupe, soit pour se transformer à l'intérieur, s'il y a une tension c'est qu'il y a un problème, et il ne faut pas la mettre sous le tapis, il faut la traiter. Soit c'est une tension relationnelle, une tension de communication, un incompris, soit c'est le but qui est poursuivi, il y a quelqu'un qui est en désaccord avec ça. Est-ce que c'est qu'il doit partir du groupe, ou est-ce que c'est que le but poursuivi par le groupe, lui va en manifester le premier l'inadéquation, en disant on voulait faire une école voyageuse, mais en fait non, maintenant on a tous envie de faire une école enracinée. Et donc un réseau d'écoles enracinées, ça maintenant ça nous parlerait vachement plus que de faire une école qui voyage. Je dis c'est n'importe quoi, hein, voilà. Et à ce moment-là, celui qui va arriver avec sa tension en disant bah voilà, moi je suis plus tout à fait raccord avec ça, j'ai pas d'énergie pour ça, il va peut-être aider les autres à voir, tiens, il faut peut-être qu'on change notre raison d'être. Donc ça paraît peut-être un peu en vrac comme ça, mais l'idée d'avoir tu m'as demandé de synthétiser de manière courte, mais l'idée d'avoir une raison d'être qui est bien claire, être capable de dire avec une phrase à l'infinitif ou deux ce qu'on vient faire, et ça que ce soit issu d'un processus collectif. Et là pour le coup je pense que vraiment le travail de l'université du nous et de ce qu'on appelle l'écoute du centre est hyper intéressant, c'est-à-dire laisser chacun déposer à son tour qu'est-ce qu'il vient faire là et comment il voit les choses. Ça peut être un site internet, ça peut être une école, ça peut être une exploitation agricole. C'est comment tu vois l'exploitation agricole. Et c'est pas réaliste pour le moment. C'est chacun pose comment lui il voit les choses et la finalité de ce qui est poursuivi. Parce qu'il y en a un, il va voir le lieu comme étant une zone d'accueil pour des migrants, un autre pour faire du business avec comment ça s'appelle, sur truc où on loue son gîte, quoi.
Un autre, il va se dire tiens, moi j'aimerais un resto là-dedans, ce serait super chouette qu'on puisse valoriser les produits de la ferme directement au local, qu'en plus on puisse. Et en fait, il va y avoir des visions très différentes. Et chacun n'aura pas forcément envie de cette même chose-là. Et donc, on va trouver qu'est-ce qui se sédimente au milieu qui nous est commun. Et là, ça va nous aider à trouver. C'est ça qu'on a envie de vivre. Et après, il y aura peut-être d'autres projets, c'est pas grave. Enfin, c'est pas exclu. Mais déjà ça, on va partir de ce truc-là. Et ça, c'est la raison d'être. Et cette raison d'être, elle est évolutive, elle évolue dans le temps, au contact du réel. Peut-être qu'on se rend compte au bout d'un an que non, on veut pas juste avoir une terre. On aimerait être une zone d'accueil pour former des jeunes. Ah, peut-être qu'on se rend compte qu'au niveau économique, c'est insupportable comme ça, c'est trop dur. Bah ok, on va faire qu'une partie de notre terre va être un ranch pour accueillir les chevaux des gens riches du coin et en prendre soin. Et ok, ce sera pas mal. En plus, ça mettra de la jeunesse, des gens qui viennent monter, peut-être même du fumier, etc., enfin du crottin. Et les raisons d'être évoluent au fur et à mesure du lien enfin du contact avec le réel, comme si le réel venait poncer le projet, essayer de l'affiner, trouver vraiment le cœur, quoi, le joyau qui est au milieu, qui est le truc le plus important. Ensuite, c'est l'idée que il y a des typologies de personnalités différentes et qu'il va falloir faire avec. C'est-à-dire, le but du groupe, c'est pas qu'il soit symbiotique et qu'on soit tous pareils. Il y a un peu ce rêve-là chez beaucoup de jeunes que j'ai vu. Ce serait qu'on soit tous, on pense tous exactement pareil. Par exemple, politiquement. Il faudrait qu'on soit tous d'accord sur tous les points clés. Je parle en écriture inclusive, je lutte contre le changement climatique, je suis comme ci, je suis comme ça. Et là, je suis rassuré. Non, mais attends, c'est pas ça un groupe. Un groupe, c'est qu'il y a de la dissonance. Il y a de temps en temps quelqu'un qui ose autre chose, quoi. Qui va dire, tiens, moi, je comprends pas ça, ou je suis pas d'accord avec ça. Et c'est bien, c'est une richesse. C'est pas triste, c'est pas sombre. Faut juste pas que ça empêche de jouer la partition ensemble. C'est-à-dire, si vraiment c'est trop dissonant, peut-être qu'on ne pourra pas faire quelque chose ensemble. Effectivement, on ne pourra pas jouer le morceau de musique ensemble. Par contre, si jamais tu rajoutes une tonalité, une dimension qui n'était pas prévue, etc., peut-être qu'au contraire, tu vas mettre de la profondeur, tu vas enrichir le morceau. Je fais un parallèle avec le bœuf de l'orchestre de jazz, quoi. Je fais un parallèle que j'aime bien dans la gouvernance partagée, dans le travail collectif. Et il y a des personnalités qui sont plutôt pour garder le bateau, garder l'institution, poser des règles, structurer, stabiliser, organiser, faire de l'administratif, sont à l'aise avec ça, ça les rassure, ils ont l'impression de résoudre un problème à chaque fois qu'ils répondent à une administration, quoi. Et puis il y en a d'autres, au contraire, ça les gonfle, ça les fait chier, ils n'ont pas du tout envie de ça, ils ont envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Ce qui les intéresse, c'est quels nouveaux légumes ils vont mettre, ils sont allés dans telle ferme, ils ont découvert un nouveau truc, où est-ce qu'on pourra mettre les kiwis, sur quoi on les fait pousser, c'est ça qui les intéresse. Et eux, ils sont aussi, les deux sont utiles, les deux sont nécessaires au groupe. Mais ils peuvent vite être en conflit, parce que quelqu'un qui va vouloir essayer des nouvelles choses, peut-être qu'il va dire ah ouais, on était un champ, enfin une exploitation agricole, maintenant on va devenir organisme de formation. Ah, et on va prendre les budgets au GDPC de formation continue, etc. Là, ceux qui avaient structuré le truc pour être dans les clous d'un truc agronomique, ça les met vachement en insécurité. On leur dit attends, il faut être une école maintenant. Attends, du coup, il faut un accès handicapé, du coup, il faut je sais pas quoi. Ils vont tout de suite voir les cavaliers noirs sur le chemin. Alors que celui qui propose ce truc-là, il va voir les opportunités, les pépites d'or qui sont nichées là-dedans, quoi. Et les deux sont vrais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux ont raison. Mais est-ce que c'est classique et ça détruit le groupe ? Ou est-ce qu'au contraire, ils arrivent à se mettre autour d'une table et à se dire ok, c'est complémentaire, tu veux faire ton truc, mais il y a un certain nombre d'impondérables auxquels nous on doit répondre et les organiser. Et on va te permettre de le faire, mais tu nous fous pas tout en l'air en faisant n'importe quoi trop vite et comme tu as envie, quoi. Tu vas nous écouter aussi sur les règles du jeu qu'il va falloir suivre pour le faire correctement. Et en échange, on va te donner notre énergie. Et donc il y a une tension entre l'étincelle individuelle qui va... qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle est au service du nous ? Est-ce que ce que je fais c'est au service du nous ou c'est pour moi, me faire valoir ? Et le nous, est-ce qu'il donne son énergie au jeu, à l'étincelle individuelle en espérant se dédouaner de sa responsabilité ? Par exemple, on va avoir un chef charismatique et il va prendre toutes les décisions. Ouais, c'est toi le chef, super. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas envie, moi, d'assumer la décision. Or, c'est très lourd pour un chef à la fin d'assumer une décision, de passer son temps à devoir répondre aux emmerdes, etc. Et il a besoin de l'aide des autres. Donc là, il y a une perversion, en gros, du travail du nous. Le nous, il est là pour aider, pour soutenir l'étincelle individuelle. Et pas pour la stériliser. Au contraire, tu peux avoir des nous aussi qui vont vraiment interdire la bifurcation.
quoi, tu veux interviewer Louis Fouché, mais t'es folle, tu vas foutre en l'air notre podcast, il y a plein de gens qui vont pas vouloir écouter, etc. Et tu vois, il te donne un warning intéressant, mais il stérilise aussi le truc. D'un coup, il n'y aura pas la fécondité d'aller interviewer un médecin plutôt qu'un agroécologiste strictement. Et en fait, les deux ont raison quelque part, et il va falloir que toi tu tranches, mais avec leur aide. Et là, la question c'est, est-ce que ce que toi tu fais, c'est au service du nous? Ouais, ça sert, c'est utile au groupe, ça va l'enrichir, ça va lui amener quelque chose, ça va être plus dense, plus vaste. Ou est-ce que non, tu es en train juste de prendre de l'énergie pour toi exister, j'en sais rien, drainer une audience que tu n'avais pas, ou j'en sais rien. Voilà, donc c'est quelques idées que je pourrais donner sur l'histoire du collectif. Pour moi, c'est une voie de sagesse, hein, et c'est sans cesse renouvelé, c'est jamais stable. Ah bah oui. Et au fond, on le vit dans une famille, on le vit dans une entreprise, on le vit à l'école, on vit tout le temps dans cet enchevêtrement de l'existence sociale. Et donc, admettre l'idée que moi, quand je vais créer une structure sociale et en faire partie, c'est un jeu. Admettre que c'est un peu comme un jeu où je vais tester des choses et le garder de l'humour, de la légèreté, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si l'entreprise elle foire, même si le collectif il meurt, c'est qu'il devait mourir. C'est pas grave, quoi. Moi, je suis pas en danger. Et pour ça, il faut des gens qui soient suffisamment structurés à l'intérieur, parce qu'il y a des gens qui viennent chercher dans le collectif leur carapace et leur structure. Et donc tu vois des gens qui te disent ça, qui disent ah ouais mais moi j'ai fait 35 ans d'associatif, moi j'ai fait. Et tu te rends compte qu'ils n'ont jamais fait pour eux-mêmes, le propre pas d'exister par eux-mêmes. Et ça, je pense qu'il y a, encore une fois, ça revient à la question de l'épreuve initiatique, quoi. Est-ce que on a traversé quelques épreuves douloureuses qui nous ont construites, ou est-ce qu'on essaye de venir vivre dans une famille de substitution qui va s'appeler une entreprise, un collectif, une multinationale, la liberté qu'on n'avait déjà pas réussi à prendre dans notre famille. Et c'est pas facile, hein, parce que il y a une double tension, quoi. On s'aime et en même temps on peut pas rester toute la vie dans sa famille. Sinon c'est Tanguy à l'infini, quoi. Et souvent il y a une phase de renoncement pour pouvoir revenir. Le voyage du héros, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc, ouais, c'est pas facile le collectif. C'est pas facile, et en même temps, je pense que c'est la condition pour que quelque chose existe. C'est-à-dire, quand je regarde les initiatives autour de moi aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire tout seuls dans une idée un peu start-up, je veux autarcique, je voudrais machin, ils se cassent les dents, c'est trop dur. C'est trop dur, quoi, d'aller. Et en même temps, il en faut des mecs ou des femmes qui se lancent et qui donnent l'étincelle initiale, il en faut. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui d'emblée agglomèrent autour d'eux une communauté de gens. Et une communauté qui est une vraie communauté, c'est pas juste des followers ou des friends, quoi. C'est une communauté qui vit le truc pour de vrai avec eux. Donc aujourd'hui, on a des agriculteurs qui prennent une terre, mais qui vont inclure beaucoup les gens qui prennent les paniers, les faire venir à la ferme et tout ça. C'est pas facile, hein, ça vient faire chier. Hein. Et une terre de lien qui implique des citoyens dans l'achat de la ferme. Ouais, voilà, ouais. Il y a la question d'avoir des modalités de prise de décision qui soient assez claires. C'est comment vous prenez une décision. Qui prend une décision? Sur quoi? Juste clarifier ça. Parce que sinon, il y a tout le temps quelqu'un qui va prendre une décision où vous allez dire « Attendez, mais moi, j'ai pas été consulté. » Ou au contraire, quelqu'un qui va dire « Ah non, attends, il faudrait que tout le monde décide. » Mais ça avance pas. Alors qu'en fait, c'est bon, il peut décider par lui-même ce truc-là. On n'a pas besoin que tout le monde valide en plénière quelle est la couleur du PQ, quoi. Achète le PQ que tu veux, et ça peut être sur des choses plus compliquées que ça, où on peut laisser de l'autonomie justement aux différents rôles qui composent l'organisation. Un autre point, et pour moi c'est ceux les plus fondamentaux, c'est est-ce qu'il y a une modalité de résolution de conflit? Quand la posture est juste, dans ces groupes dont j'ai parlé, où il n'y a même pas de règles, où il n'y a pas de rôle défini, mais où ça se passe bien, où c'est productif, la résolution de conflit, elle est humaine. C'est-à-dire les gens, ils se rencontrent et ils sont capables de dire « Ouais, là, tu sais, t'as dit ça, je me suis senti... voilà, chacun vit les choses différemment. » Et le fait de les partager fait que ça va résoudre le conflit d'emblée. À l'inverse, dans d'autres groupes, ça va être beaucoup plus formel. Il va y avoir une sorte de tribunal, un truc comme ça.
Et puis dans les groupes les plus avancés que j'ai vus, ou dont j'ai fait partie, il y avait ce qu'on appelle des cercles restauratifs, c'est-à-dire l'utilisation de la communication non violente appliquée à la question du droit et de la justice. Et donc ça, quand c'est bien en place, ça garantit que le groupe peut affronter les transformations et les conflits sans que ça le détruise. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir, peut-être qu'il y a des gens qui vont être exclus de certains rôles, peut-être qu'on va revoir le groupe dans son organisation, mais l'intention initiale, elle va rester. Avec toutes ces transformations, mais l'étincelle de vie va continuer. Parce que souvent, quand il y a des conflits interindividuels, etc., ça peut détruire tout le groupe. Et d'un coup, tout le projet s'effondre, alors que le projet était nécessaire au monde. Ouais, travailler ça. Et le problème que j'ai vu jusqu'ici, c'est qu'on n'arrive pas à créer des structures de résolution de conflits, comme des cercles restauratifs, s'il n'y en a pas un. Donc au début, quand tout va bien, il n'y en aura pas. Et c'est juste poser une petite case dans la tête en disant on va avoir des conflits un jour. Comment on fait ? Et on ne pourra pas prédire et contrôler comment ça va se passer. Il va bien falloir le vivre pour de vrai. Je reviens sur l'idée de l'humour, de la joie, et de garder le fil rouge pour chacun dans le groupe. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Est-ce que j'ai envie de vivre stressé, à devoir gagner de l'argent pour maintenir le truc, à faire que mon activité me prenne la tête jusqu'à je sais pas quelle heure, ou est-ce que j'ai envie d'être dans la joie, la paix, la liberté, le partage avec les autres ? Si je garde ce fil rouge, je me le répète tous les matins, tous les soirs, il y a des chances que je l'infuse, et y compris dans ma structure. Et qu'elle ne gagne pas d'argent, c'est pas pérenne, etc. Mais on rigole bien et tout ça. Par ailleurs, est-ce qu'il faut arrêter cette structure qui nous nourrit d'une autre manière ? Ou est-ce qu'il faut que chacun en aille trouver un job à mi-temps ? C'est une question. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire non, ben, on arrête et moi je vais refaire mon boulot comme avant. Mais il y a d'autres solutions. Et en permaculture, on dit ça, moi j'aime bien cette phrase, il y a toujours au moins une autre façon de faire. C'est-à-dire quand on pense qu'on est bloqué, qu'on pense qu'il n'y a que deux options, être pour, être contre, il y a toujours au moins une autre façon de faire, au moins un autre chemin. C'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres. Voilà, je ne sais pas si ça aide un peu, mais je crois que regarder aussi ce que font d'autres groupes et se faire accompagner, c'est important. Même si ça ne résout pas tout, ça crée un peu justement des espaces de médiation, des gens qui viennent de l'extérieur, qui donnent un coup d'œil dans le rétroviseur, ou quand nous on est au sein de notre collectif ou de notre groupe, on a du mal à voir l'entièreté, parce qu'on est dedans, le nez dans le guidon. Quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui a cette patience d'écouter, de regarder tranquillement, de ne pas trop essayer de forcer les choses, mais juste de nous faire un retour sur ce qui se passe, ça c'est très précieux. Et alors là c'est très intéressant, c'est que la plupart du temps vous espérez ça de vos familles, de votre mari, de votre femme, de vos parents, de vos enfants, mais sauf que eux sont avec leur propre peur et leur propre projection sur l'expérience que vous êtes en train de vivre. Et donc ils vont faire un retour qui la plupart du temps cherche à vous dissuader d'aller vivre cette aventure parce que c'est trop dangereux. Ça les met en danger, quoi. Donc il faut prendre quelqu'un d'extérieur, vraiment extérieur, qui n'est pas inclus émotionnellement dedans. Yes. Voilà. Ma dernière question, c'est est-ce que tu as envie de remercier quelqu'un ? C'est le petit moment de gratitude du podcast. Ouais, c'est important. Cette idée du merci, ça fait partie aussi des stages de communication non violente. Ça fait partie de la prière même. La gratitude, c'est un des éléments de la prière dans toutes les religions. C'est pas évident de le faire publiquement parce qu'il faut trouver les bons mots, juste dire merci comme ça. On essaie d'enrichir ça un petit peu, dire qu'est-ce qui me touche le plus. Moi, je remercie mon épouse surtout, Carole, d'avoir accepté justement les aventures tout en garantissant une sorte de pérennité et de patience, de lenteur. Et à m'aider à avoir une sorte d'art du retournement, c'est-à-dire à chaque fois que je pouvais avoir une lubie, un rêve, dire attends, où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est faisable, est-ce que ça l'est pas, et à la fois ça m'a été très pénible à un certain moment, je l'ai vu comme un empêchement, tu vois, quelque chose qui était on n'avance pas, quoi, et à la fois je me rends compte au fur et à mesure du temps et des années à quel point c'était précieux d'avoir cette prudence là, cette intelligence du courage, cette patience aussi. Et je peux en profiter pour remercier quelqu'un d'autre qui s'appelle Foucan, qui était dans le collectif Réinfo Covid et qui nous a dit ça plusieurs fois. Il était très versé dans les arts martiaux et chaque fois qu'on pensait qu'on devait aller plus vite, il nous disait ralentissez. Chaque fois qu'on pensait qu'il fallait qu'on aille mettre un pain à l'extérieur au système, un uppercut au système, il nous disait est-ce que vous êtes déjà assez fort sur vos pattes, est-ce que vous avez travaillé à la structure intérieure, est-ce que notre groupe il va bien.
Est-ce que retournez-vous à l'intérieur, quoi. Quand vous pensez que c'est à l'extérieur que ça se passe et que vous voulez changer le monde à l'extérieur, c'est est-ce que vous l'avez déjà changé à l'intérieur, quoi. C'est une phrase de quelqu'un que j'aime bien, Thomas Dansbourg, que je remercie au passage dans ce moment de gratitude. J'ai fait plusieurs conférences avec lui. C'est un formateur en communication non violente qui a apporté beaucoup de choses, continue d'apporter beaucoup de choses en communication non violente, et qui dit on peut pas vouloir la paix là devant si on l'a pas là dedans. Donc c'est le travail à la cohérence intérieure et à la posture intérieure, avant même de vouloir changer quoi que ce soit au monde. Et s'il y a un vrai étonnement pour moi de voir qu'à partir du moment où cette posture elle est juste, elle est travaillée, affinée, elle est poncée avec rigueur, effectivement le monde change autour. Ouais. Et ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Ouais, ça conclut bien cet épisode parce que je dis souvent que pour pouvoir faire de l'agroécologie à l'extérieur, il faut faire de l'agroécologie à l'intérieur. Et ouais, ça me parle bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Louis, d'avoir pris tout ce temps. Et une dernière petite question, est-ce qu'on peut te suivre, suivre ton travail quelque part Oui, alors j'ai fait un site internet pour que les gens puissent suivre, mais j'ai du mal à le maintenir à jour. Okay. Complètement, c'est un gros boulot. Ça s'appelle Louis Fouché, avec un E à la fin, donc Louis Fouché, mais sans l'accent, .fr. Okay. Et sinon sur Twitter, j'ai un fil Twitter. Après, j'essaie de me discipliner moi-même sur la question des réseaux sociaux et de pas trop y être. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller voir Wikipédia pour vous faire une autre idée, quoi. Mais il y a un agenda sur les conférences. Je fais des conférences aussi sur pas mal de sujets différents, l'intelligence artificielle, la technologie, la santé, le courage, la peur, et tout ça sur mes écrits. Et elles sont reportées sur le site internet. Okay. En général. Merci. Merci. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer et développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.